Quand les mémoires ont été échangées et que les mesures d'instruction nécessaires ont été effectuées, l'affaire est considérée comme en état d'être jugée. C'est alors la fin de l'instruction, tel est l'objet du second chapitre. Ce chapitre sera composé de 3 vidéos. La fin de l'instruction est marquée par une étape précise, la clôture de l'instruction. C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Une fois cette clôture intervenue, le dossier est transmis au rapporteur public pour qu'il prépare ses conclusions en vue de l'audience. La vidéo suivante sera donc consacrée au rapporteur public et celle d'après à l'audience. La clôture de l'instruction intervient lorsque le dossier est prêt à être jugé. Elle est soumise à des règles différentes devant le Conseil d'État et devant les juridictions inférieures. C'est ce que nous verrons dans un premier temps. Nous verrons ensuite qu'il existe des événements qui peuvent survenir et qui entraînent précipitamment la fin de l'instruction. Premier paragraphe, les règles de clôture de l'instruction. Dans la procédure habituelle, la clôture de l'instruction marque la fin de la phase d'instruction. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les règles sont établies aux articles R 613-1 et suivants du Code de justice administrative. En vertu de ces dispositions, la clôture peut intervenir de 3 manières différentes. D'abord, elle peut être décidée par le président de la formation de jugement, qui prend alors une ordonnance de clôture. Cette ordonnance fixe la date à laquelle prend fin l'instruction. Elle doit être notifiée aux parties au moins 15 jours avant la date retenue. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut pas faire l'objet d'un recours. L'intérêt de cette première possibilité est d'inciter les parties à produire leurs dernières écritures avant la date indiquée. La deuxième manière de clore l'instruction est un procédé par défaut. Il est en effet prévu qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, la clôture intervient automatiquement 3 jours francs avant la date d'audience. Ici, donc, et contrairement au cas précédent, aucune décision de la juridiction ne matérialise la clôture. C'est la date d'audience qui entraîne la clôture de l'instruction. Évidemment, l'avis d'audience adressé aux parties doit indiquer cette information. Dans ces 2 hypothèses, ordonnance de clôture ou bien clôture 3 jours francs avant l'audience, il est possible que l'une des parties dépose un mémoire tardif, c'est-à-dire qu'elle dépose un mémoire juste avant la clôture. Or, le principe du contradictoire oblige le juge à communiquer ce mémoire, s'il s'agit du premier mémoire du défendeur, ou si le mémoire contient un élément nouveau. Une telle situation impose alors de différer la date de clôture prévue par l'ordonnance ou de repousser l'audience afin d'adresser le mémoire à l'autre partie et de lui laisser le temps d'y répondre. La dernière possibilité de clôture vise alors à éviter ce type de contretemps. Elle correspond à l'hypothèse de clôture immédiate instituée par le décret du 22 février 2010. Ici, l'instruction est close dès la date d'émission de l'ordonnance de clôture ou de l'émission de l'avis de la date de l'audience publique. Mais cette possibilité ne peut être utilisée que lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis. En effet, pour rappel, le rapporteur fixe un délai de réponse aux parties. Si elles ne produisent aucune écriture dans le délai imparti, elles peuvent être mises en demeure de produire dans un nouveau délai. Si elles n'ont pas respecté depuis plus d'1 mois ce deuxième délai, le juge peut alors décider de clore immédiatement l'instruction dès l'ordonnance de clôture ou dès l'avis d'audience. L'objectif est d'une certaine façon de pénaliser la partie négligente en l'empêchant de produire des écritures au dernier moment, alors qu'on lui réclame un mémoire depuis plusieurs mois. Devant le Conseil d'État, la clôture de l'instruction intervient sans formalité au cours de l'audience. L'article R 613-5 prévoit en effet que l'instruction est close, soit après que les avocats
au Conseil d'État ont formulé leurs observations orales au cours de l'audience, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience. Cela signifie que, jusqu'à l'audience, les parties peuvent produire des mémoires. Cet état du droit est problématique car, en cas de production le jour même de l'audience, cela conduit à reporter l'audience au dernier moment. Depuis quelque temps, le Conseil d'État, réfléchit donc à étendre les règles applicables aux tribunaux et aux cours. C'est pourquoi le décret du 2 novembre 2016 prévoit une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2018 qui autorise à écarter temporairement cet article R613-5 dans les chambres déterminées par un arrêté du président de la section du contentieux. Pendant ce laps de temps, et donc pour les chambres désignées, il est prévu que le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance doit être notifiée aux parties 15 jours au moins avant la date retenue. Bref, on retrouve finalement ici la règle vue précédemment pour les tribunaux et les cours administratives d'appel. Une fois ces règles de clôture présentées, il faut envisager les conséquences de cette clôture. Initialement, le Code prévoyait des conséquences radicales, puisque l'article R613-3 disposait que les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont même pas examinés par la juridiction. Mais la jurisprudence s'est montrée plus souple et a admis des réouvertures d'instruction afin de pouvoir prendre en compte certains mémoires déposés après la clôture. C'est pourquoi le décret du 2 novembre 2016 a modifié l'article R613-3 pour tenir compte de cette jurisprudence. Ainsi, cet article prévoit désormais que les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. La réouverture est ordonnée par décision du président de la formation de jugement, décision qui n'est pas motivée et qui ne peut pas faire l'objet d'un recours. La question est alors de savoir dans quel cas la production d'un mémoire après la clôture de l'instruction entraîne réouverture de celle-ci. L'état du droit est fixé par l'arrêt Lassus, rendu par le Conseil d'État le 5 décembre 2014. Dans tous les cas, le rapporteur doit prendre connaissance du mémoire. S'il estime que le mémoire mérite d'être versé au débat contradictoire, il peut demander au président de la formation de jugement de rouvrir l'instruction. Mais cette liberté se transforme parfois en une obligation. En effet, dans le cas particulier où le mémoire contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et qui pourtant est susceptible d'exercer une influence sur le jugement, eh bien dans ce cas, le juge doit alors en tenir compte à peine d'irrégularité de sa décision. Dans ce cas, il n'a donc pas d'autre choix que de rouvrir l'instruction et de communiquer le mémoire à la partie adverse. On le voit, l'obligation a un champ très limité, puisqu'elle ne concerne que les cas où la partie, qui est de bonne foi, ne disposait pas de l'élément qu'elle invoque avant la clôture de l'instruction. En revanche, dans le cas où elle disposait de cet élément avant la clôture de l'instruction, elle est soumise au bon vouloir du juge, qui peut décider de ne pas rouvrir l'instruction, quand bien même l'élément produit serait déterminant. Pour terminer sur la réouverture d'instruction, il faut signaler qu'elle peut être décidée par la juridiction en dehors de toute production nouvelle des parties. En effet, le juge a toujours la possibilité de rouvrir l'instruction s'il considère qu'il est finalement nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Il est par ailleurs obligé de rouvrir l'instruction s'il s'aperçoit qu'un moyen d'ordre public doit être soulevé. En effet, dans une telle situation, il doit communiquer son intention aux parties pour leur permettre de répondre.
Enfin, le décret du 2 novembre 2016 a créé un article R613-1-1 qui permet au président de la formation de jugement, après la clôture de l'instruction, d'inviter une partie à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Dans ce cas, la réouverture de l'instruction ne concerne que les éléments et pièces demandées. Le champ de la réouverture d'instruction est donc circonscrit. Cette précision est importante car elle déroge à la situation habituelle qui veut que lorsque l'instruction est réouverte, le débat reprend en principe pour l'ensemble du litige. Bref, tout se passe comme si il n'y avait jamais eu clôture. Grand 2, les événements précipitant la fin de l'instruction. La fin de l'instruction intervient en principe lorsque le dossier est en état d'être jugé. Cependant, pour certains dossiers, la fin de l'instruction intervient prématurément. Le Code de justice administrative envisage différentes hypothèses. D'abord, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, il est possible que la clôture de l'instruction soit prononcée dès l'enregistrement de la requête. Article R611-11 et R611-18. Ainsi, lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir de fixer par ordonnance la date à laquelle l'instruction sera close. Ensuite, le requérant peut décider de se désister de son recours. C'est là une autre cause de fin prématurée de l'instance. En d'autres termes, il renonce à poursuivre l'instance qu'il avait engagée. Il fait part de sa volonté au juge qui doit lui en donner acte et il peut le faire par ordonnance. Dans ce cas, l'instance prend alors fin de manière définitive. Le Code prévoit que certains comportements du requérant peuvent d'ailleurs être interprétés comme des désistements. Tel est le cas lorsque le demandeur avait annoncé dans sa requête un mémoire complémentaire qu'il n'a finalement jamais produit. Article R611-22 et R612-5. Tel est aussi le cas lorsque le juge a demandé au requérant de produire un mémoire récapitulatif de ses conclusions et moyens, précédemment présentés dans le cadre de l'instance, et que le requérant n'a pas produit ce mémoire dans le délai qui lui était imparti. Article R611-8-1. Une troisième hypothèse de désistement d'office a été ajoutée par le décret du 2 novembre 2016. Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le juge peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai imparti. À défaut de réponse du requérant, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Enfin, il y a encore fin prématurée de l'instruction lorsque survient un non-lieu à statuer. C'est l'hypothèse où le litige prend fin en raison de la disparition de son objet. Par exemple, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, si l'administration retire son acte au cours de l'instance, la requête perd évidemment son intérêt. Il en va de même lorsque les parties, en matière de responsabilité par exemple, concluent en cours d'instance une transaction. Dans ces différents cas, le juge peut dire qu'il y a non-lieu à statuer par ordonnance. Pour terminer, il faut noter que le décès du requérant ne met pas fin à l'instance. En principe, la procédure est seulement suspendue dans l'attente de la reprise de l'action par ses héritiers.